Pourquoi suis-je sur Terre? Quel est le sens de la vie? Quelle est ma mission ici? J'ai longtemps voulu fuir la matière, fuir ce monde, n'y trouvant pas ma place. Puis j'ai compris que la matière est la clé de toute évolution, de toute transformation. Nous sommes des alchimistes. En s'incarnant sur Terre, on oublie pourquoi on est là. Mais plus on se rapproche du centre de nous-mêmes, plus notre compréhension, notre réveil grandit. Jusqu'au moment où on peut reconnaître qui on est vraiment et trouver cet amour inconditionnel, cette paix intérieure, cette plénitude la plus pure. Poussière d'étoiles, c'est des bribes de moi, de toi, du tout. Des messages de nos âmes, de nos cœurs, des rencontres, des partages, des apprentissages. Pour t'accompagner dans ta compréhension, te guider vers toi, vers ta mission de vie, pour raviver ensemble les lumières de ce grand tout. Si tu es ici, c'est que toi aussi, tu es un enfant des étoiles, une poussière d'étoiles. Alors levons les voiles, ouvrons nos cœurs, écoutons nos âmes. Bienvenue dans Poussière d'étoiles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Poussière d'étoiles. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de vous partager cet épisode sur un sujet que je n'ai jamais, absolument jamais abordé auparavant, l'amour et la sexualité. Ouh. Sujet tabou dans la société traditionnelle, un peu moins, beaucoup moins, dans les milieux alternatifs que je côtoie de plus en plus. Et quand j'ai rencontré Pauline, alias Pops, que vous allez découvrir, j'ai été bluffée par son aisance à parler de sa sexualité comme un jeu et de sa manière de vivre son amour librement. Je me suis beaucoup reconnue dans son témoignage. La fille qui a 5 crushs en même temps, c'est complètement moi. Et c'est une des raisons qui m'avait poussée à mettre fin à ma dernière relation de couple classique exclusive. Mais le sujet de cet épisode, ce n'est pas mon histoire, c'est celle de mon amie Pops, elle aussi en transition de vie, en pleine expérimentation, exploration, et elle nous partage ses apprentissages. Maëva, que vous connaissez déjà de l'épisode 6 de Poussière d'étoiles, sera là aussi pour nous partager ses questionnements, ses doutes et ses réactions à chaud. Comment tisser une relation amoureuse saine, respectueuse, loin des schémas qu'on nous a inculqués? Qu'est-ce que le polyamour? Comment ne plus vivre dans la possessivité et la jalousie? Comment détabouiser la sexualité qui finalement nous concerne à peu près tous et la rendre plus fun et plus légère? Dans notre quotidien où la sexualité est violente avec l'image renvoyée par les pornos, fondée sur le schéma hétéronormatif d'exclusivité et de performance, tout ça pour ne pas blesser nos égos mal placés, la légèreté de Pops et cette discussion entre copines font du bien et viennent réchauffer nos cœurs. Alors soyez prêtes et prêts à déconstruire vos croyances, à lâcher vos schémas pour enfin vivre et être qui vous êtes vraiment. Bonjour Pauline, bonjour Maëva. Bonjour Sol. Bienvenue sur Poussière d'étoiles et bonjour à toutes et à toutes qui nous écoutez maintenant. Je suis super contente déjà de te recevoir Pauline aujourd'hui. Moi aussi, je suis trop contente d'être là. Un petit peu intimidée, mais... Un petit peu stressée, mais je suis sûre que tu vas vite te détendre, t'inquiète. Bientôt, tu vas oublier qu'il y a le micro et tout. Aujourd'hui, on va parler principalement de sexualité et de polyamour. Et comme c'est un sujet un peu entre filles, girly, alors les messieurs qui nous écoutent, vous êtes bien sûr les bienvenus, restez, ne partez pas au courant. Mais on a une amie qui est aussi là, Maëva. Si t'as des questions ou des interventions, n'hésite pas, quoi. Ça marche, merci. Du coup, Pauline, ouais, c'est vrai depuis qu'on s'est rencontrés, on a pas mal parlé de sexualité, de polyamour, d'amour, enfin, à la base d'amour. Oui. Et puis, ça part de là. Ça part de là, en fait. Tout part de là. Tout part de l'amour. Do you love me too? Do you love me too? Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Est-ce que peut-être avant qu'on entame dans le vif du sujet, tu veux te présenter, peut-être pour les personnes qui nous écoutent? Tout à fait. Du coup, je suis Pauline, qu'on appelle parfois Pops. J'ai 30 ans, je suis
parisienne, mais en grosse transition de vie sur plein d'aspects, dont des aspects relationnels, sentimentaux, amoureux. Ok, trop cool. Et du coup, ouais, juste avant, on disait tout part de l'amour. Oui. C'est vrai que moi, ce qui m'a marqué, c'est tout à l'heure, notamment ce qui m'a donné envie de partager ton témoignage à mes auditeurs et mes auditrices. C'est la manière dont en tout cas de ce que tu m'as partagé, dont tu vis ta sexualité et ton amour de manière assez ouverte, sans tabou, libre. Comment c'est né ça par rapport à un peu le schéma classique qu'on nous enseigne peut-être, tu vois, petit Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi j'ai surtout envie de vivre une sexualité joyeuse, quelque chose de très positif, de très... on a parlé de jeu et on en reparlera certainement, mais la sexualité, d'abord on en fait toutes et tous, enfin sans injonction à la sexualité, c'est pas du tout ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui est présent dans la vie de beaucoup de personnes sur cette terre, et c'est hyper tabou, et je trouve ça d'abord hyper dommage parce que c'est quand même c'est fun, enfin c'est cool de faire de la sexualité, donc c'est trop triste que ce soit tabou. Et pour revenir à ta première question sur comment je suis arrivée à ça, moi j'ai été en relation pendant 9 ans, une relation exclusive, et tout le long de cette relation j'ai toujours eu des crushs, j'ai toujours vécu des crushs, donc des sentiments amoureux pour des gens. Je me souviens, même toute petite, on parlait tout le temps de moi comme ah oui, Pauline c'est un cœur d'artichaut. C'était vraiment un truc hyper récurrent, et je le vivais un peu comme pas comme une faiblesse, mais un petit truc, une espèce de vulnérabilité qui n'était pas forcément que j'avais du mal à ancrer, et ces crushs, je les subissais un peu en me disant c'est des choses que je peux pas vraiment contrôler, et pourtant il faut que je les éteigne, il faut que je les mette dans une petite boîte et que je les écoute pas. Et au fur et à mesure, avec le temps, ils sont devenus de plus en plus importants. Moi, il y a aussi des sujets, pour moi le mensonge c'est la pire chose, je ne sais pas, mais dans une relation, peu importe la relation qui existe, amicale, amoureuse ou familiale, peu importe, c'est la pire chose pour moi, le mensonge. Et ces crushs, j'avais l'impression de vivre un mensonge alors que j'agissais pas sur ces crushs. Ils étaient juste là, ils faisaient partie de moi, mais de ne pas oser les exprimer, d'abord de ne pas oser les exprimer, c'était hyper dur pour moi, et ensuite avec le temps est venue la frustration de ne pas pouvoir les faire vivre. Et on s'est séparés de mon précédent partenaire parce que cette envie, elle devenait de plus en plus importante, et à un moment on est arrivé à la conclusion que moi c'était devenu trop important pour moi, que j'avais envie d'explorer d'autres choses. À la base je parlais surtout d'ouverture de couple, ouverture sexuelle, et ensuite est venu les sujets de polyamour, donc le fait de pouvoir aimer plusieurs personnes en parallèle. Et on s'est séparés parce que lui était pas du tout dans cette dynamique. Lui m'a dit ce que tu me demandes, c'est pas moi, ça correspond pas d'abord à mon idéal de vie, à ma personnalité non plus. Et je vais pas dire qu'on s'est quitté comme un accord, comme dirait Grand Corps Malade, elle était plus d'accord que moi. Pour elle, c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Depuis, ça fait 2 ans et demi, c'est l'exploration sous plusieurs formats, amoureux, relationnels, sexuels. Et voilà. Trop bien. Est-ce que tu travailles, c'était quoi le début de cette ouverture, tu vois, par exemple, au moment où il t'a dit, moi je peux pas, ok, on arrête la relation, et que toi tu t'es dit, ok, maintenant je peux vivre pleinement ce que je veux. C'était quoi ce que tu voulais à ce moment-là, justement ? La première chose,
cette personne avec qui je suis restée 9 ans, ça a été mon premier amoureux et mon premier partenaire sexuel. Et du coup, c'était genre, ok, comment on fait l'amour avec d'autres gens? Ah oui, parce que du coup, pendant 9 ans, c'était ton seul... Je n'avais connu aucun autre homme, quoi. Donc, aucune autre personne. Donc ça a été... Ça a été d'abord ce truc de... J'avais l'impression de refaire ma première fois. Ce truc hyper avec un peu de stress et ah tout. ouais, mais beaucoup de stress. Je me suis dit, mais je sais comment fonctionne un homme, mais est-ce que les autres hommes fonctionnent... Enfin, est-ce que je vais réussir à apporter du plaisir à d'autres partenaires donc l'idée, j'avais vraiment cette envie d'exploration sexuelle, d'avoir plusieurs partenaires. Très rapidement, j'ai eu des relations avec plusieurs partenaires en même temps. Et ça a été du fun, quoi. Ça a été du très chouette. C'était vraiment l'intention de jouer, d'ouvrir, mais de m'amuser, quoi. C'était vraiment l'intention première, quoi. T'avais pas de peur? Au début, j'ai eu peur. Je crois que j'avais peur de pas savoir faire. Et très rapidement, je me souviens, la première personne avec qui j'ai fait l'amour après ma séparation, lui était aussi hyper... je pense qu'on n'a pas relationné très très longtemps, donc je sais pas à quel point, mais il était assez novice, etc. Et en fait, on s'est pas mal aidé, cherché, comme des ados qui explorent à deux, quoi. Et ça a été vraiment très cool. Et après, il y a eu un peu cet effet de masse, et j'ai vraiment eu beaucoup de partenaires en très peu de temps. Et il y avait un truc presque mécanique, enfin, j'avais envie de tester, et puis j'explorais aussi mon pouvoir de séduction. Je disais, ok, donc là, j'ai le droit de laisser vivre cette part sensuelle et féminine qu'il y a en moi, et plus besoin de la retenir, et est-ce que ça marche, est-ce que je séduis, etc. Et pareil, depuis 2 ans et demi, je suis en train de... je me réapproprie mon pouvoir de séduction, et vraiment ce terme de pouvoir, je sais que là je suis dans une dynamique un peu... moins aujourd'hui, mais je l'ai quand même pas mal été dans ce truc de... Je veux sentir que j'ai cette puissance. Parce que pendant longtemps, je me suis pas trouvée belle, je voyais pas la beauté en moi, je me voyais pas séduisante, et du coup il y avait vraiment ce truc de ok, je suis belle et je l'assume, et s'il y a un homme que je veux, et je l'aurai. Donc il y avait un peu ce truc de presque un peu malsain, ça s'est un peu redescendu cette dynamique, mais quand il y a 1 an, je partais avec des copines, je disais je vais chasser, quoi. Et je partais en chasse. Vraiment, et l'idée c'était d'avoir mes proies, quoi. Donc c'était c'est pas aujourd'hui, c'est plus trop c'est même plus du tout là-dedans. Et aujourd'hui, quand on me dit que je suis belle, au contraire, ça m'énerve un peu. Genre, ok, d'accord, je suis belle, mais je suis pas que ça. Donc voilà, un peu schizo, quoi. Non, mais il a fallu que tu passes par ça, sûrement. Ouais. T'avais besoin de retrouver cette beauté physique. Exactement. Pour maintenant te dire, ok, donc ça, c'est validé, check. Exactement. Et maintenant, on va voir au fond, quoi. Ok, on est beau, au fond, on est tous beaux, il y a toujours quelqu'un qui me trouvera belle. Exactement. Maintenant, on va voir au fond, et c'est là que peut-être tu rencontres l'amour peut-être plus profond aussi, j'imagine. Exactement. Parce que dans des relations comme ça, c'est peut-être pas aussi profond que quand tu relationnes longtemps. Complètement. Et que tu construis quelque chose qui vient de l'intérieur. Complètement. C'est rigolo parce que tout à l'heure, quand tu disais que tu partais en exploration extérieure, j'ai un peu fait le parallèle comme si tu partais en exploration intérieure aussi, tu vois, finalement. C'est ce qui se passe à l'extérieur. C'est en vrai, je me connais pas, j'ai connu qu'un seul homme, j'ai envie de tester des nouvelles formes de sexualité, différents partenaires, différentes situations. Enfin, tu vois, en fait, c'est une quête intérieure au final. Ah, c'est complètement ça. C'était, quand je me suis séparée, c'était ok, qui suis-je? Alors vraiment, j'avais 28 ans à l'époque, j'ai 28 ans, je sais pas ce que j'aime, je sais pas qu'est-ce qu'on fait le week-end quand on est célibataire. Genre, je savais pas, en fait, qu'est-ce qui m'anime, quelles sont les activités manuelles, qu'est-ce que j'aime, quoi, vraiment, qui suis-je? Et ça, c'est complètement, hein, et quand je dis je suis en transition de ma vie, quoi. Donc, il y a des choses qui ont avancé depuis 2 ans et demi, et heureusement, mais je vois que je suis encore en chemin, quoi. J'allais dire par rapport à cette conversation, là maintenant il y avait un petit sentiment d'imposteur parce que je me disais ok, mais je suis aux prémices de mon chemin.
c'est pas grave, c'est ok. Je pense qu'on est en chemin jusqu'au bout, hein, de toute façon. C'est ça. Vu qu'on évolue au fur et à mesure, il n'y a pas de fin du chemin. Ouais. Le fin du chemin, c'est quand on meurt, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Donc au final, c'est cool que tu sois encore en chemin. oui, Tu es encore parmi nous. raison. Très chouette, merci de nous faire l'honneur de ton chemin. Merci à vous. Et du coup, comment ça a évolué tout ça aujourd'hui, t'en es où dans ce chemin, justement? Aujourd'hui, je suis en relation polyamoureuse. Donc, initialement, je pensais avoir envie d'une relation de couple unique et d'avoir divers partenaires sexuels. Et en fait, je me rends compte que les crushs que je vivais, c'était de l'amour, à plus ou moins grande échelle évidemment, mais aujourd'hui, je crois que je peux tout à fait dire que je suis polyamoureuse. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques temps, il y a vraiment pas très très longtemps, il y a peut-être un mois, j'étais sur les apps de rencontres et j'ai changé mon statut en disant que je ne voulais pas d'une relation monogame. Donc je pouvais mettre soit monogame, soit non exclusive. Et j'ai changé ce truc en non exclusive. Genre, waouh! Ça veut dire que les personnes qui sont monogames en face de moi, je ne veux pas les rencontrer. Ouais. Je les filtre et même dans la vraie vie, Vrai. dès lors qu'il y a une personne qui est dans une relation exclusive et amoureuse avec une seule personne, ça me parle plus en fait. Ouais. Qu'est-ce qui te parle plus? J'ai tellement été... j'ai tellement... En fait, j'ai un peu de culpabilité à dire que j'ai vécu tellement de frustration dans mon ancienne relation parce que j'ai été très heureuse pendant 9 ans. Donc voilà, il y a un peu cette dualité, quoi, ce truc de... J'ai toujours peur que cette personne m'entende et qu'elle se dise Oui. c'est pas cool, quoi. Mais non, j'ai été très très heureuse pendant cette relation. C'est juste que j'étais plus alignée. Et pardon, c'est la question, c'était... Qu'est-ce qui te parle plus Ah ouais, qui te parle pas dans ça? Et oui, et du coup, dans cette relation, j'ai quand même été frustrée. Quand je repense à cette relation, c'est pas l'émotion principale qui revient, mais quand je pense à cette relation, la frustration est quand même hyper présente. Et j'ai plus envie de vivre de frustration. J'ai plus envie de m'empêcher de vivre des choses parce que la personne avec laquelle je relationne n'est pas suffisamment ancrée, n'est pas suffisamment bien dans ses baskets pour être rassurée sur le fait que je l'aime et que l'amour que je lui porte n'enlève rien à l'amour que je porte à d'autres personnes et vice versa. Et donc j'ai plus envie, en fait j'ai plus besoin de vivre de frustration. Et j'ai la place d'aimer plusieurs personnes à la fois et j'adore ça, quoi. Et j'ai tellement d'amour en moi, que j'ai tellement d'amour à donner je peux aimer plein de personnes, quoi, et on peut aimer plein de personnes et de toute façon, je sais pas, mais selon moi on aime de toute façon pas de la même façon. Je pense à 2 personnes avec qui je relationne, je les aime tellement différemment et pourtant je les aime tellement, mais ça n'a rien à voir, quoi, l'amour que je leur porte. Je trouve que c'est un peu comme... Enfin, j'ai pas de frères et sœurs, mais j'imagine que c'est un peu comme l'amour entre frères et sœurs ou par rapport aux parents. Genre, c'est pas parce que j'aime ma maman et que j'aime mon papa que je veux être que avec ma maman ou que je dois, tu vois, ignorer mon papa, ou si t'as 2 frères, t'es pas obligé d'en choisir un, quoi. Ouais, et je trouve que le parallèle avec les relations amicales est encore plus fort. Ouais, c'est vrai. En se disant, cette amie-là, je la vois pour ces raisons, elle m'apporte ces choses-là, et puis cette amie-là, pour d'autres raisons, et l'amour que je porte à l'une n'enlève rien à l'amour que je porte à l'autre, et j'adore être avec les deux, pas de la même façon, pas pour les mêmes raisons, mais je les aime toutes les deux. Et du coup, je trouve que c'est plus simple à imaginer plutôt que de parler de frères et sœurs, ou, oui, c'est vrai. parce que dans les frères et sœurs, il y a souvent des conflits, bref, voilà, des histoires de famille, quoi. Oui, et puis on les choisit pas aussi, alors. Et on les choisit pas, alors que les exactement, oui, en plus, le fait de là, les amoureux et les amis, les amoureux, amoureuses, et amis, on les choisit. Et ouais, c'est ça. Qu'est-ce que comment ces relations polyamoureuses, elles t'ont fait évoluer, toi, dans tes blessures, ton ego, ton rapport à
à la jalousie, tu vois, tous ces trucs, je pense, qui sont la principale raison pour laquelle la plupart des gens ne veulent pas de relations, veulent des relations exclusives. Elle challenge. Elle challenge très fort les relations polyamoureuses. Elles vont creuser là où ça fait mal, elles pointent du doigt là où ça fait mal. Mais du coup, elles me font grandir. Tous les jours, elles me font grandir. Parce que là où ça fait mal, c'est là qu'il faut regarder en fait. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est là qu'il faut creuser, et soulever le tapis, voir ce qu'il y a là-dessous. Et... T'as un exemple peut-être d'un point particulier ou sur lequel ça a été difficile et sur lequel t'as travaillé, si tu peux nous... Mon rapport aux femmes, il a beaucoup changé. Parce qu'avant, je les voyais un peu comme des sorcières qui allaient voler l'homme que j'aime, etc. Un peu des sirènes avec leurs beaux cheveux et leurs grands yeux bleus qui allaient voler, et piquer la personne que j'aime. Et en fait, de réaliser que ce sont des femmes qui galèrent, je sais pas, mais en tout cas qui vivent plein de choses et qui sont des personnes à part entière. Moi, ça m'a beaucoup ça a beaucoup changé ma perception. Dédiabolisé un peu. Ouais, complètement dédiabolisé. Et je sais que quand un partenaire me parle d'une autre partenaire, j'aime beaucoup connaître son prénom et j'aime beaucoup voir une photo. La prochaine étape, c'est que j'aimerais rencontrer l'autre. Jusqu'à présent, ça s'est jamais présenté, mais je sais que j'adorerais rencontrer l'autre parce que c'est une personne que toi, homme que j'aime, c'est une personne que toi, tu aimes. Moi aussi, j'ai envie de l'aimer, cette personne, et j'ai envie de voir pourquoi tu l'aimes, quoi. Ouais. Donc c'est un peu la prochaine étape, mais ouais, mon rapport aux femmes, je les vois comme des sœurs, quoi. Des co-créatrices. Ah ouais. Ouais, grave. Et on va faire de la magie ensemble, quoi. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. Un partenaire avec qui on est plutôt devenus amis, donc on n'a plus trop de relations sexuelles. Un homme que j'aimais, que j'aime toujours vraiment beaucoup, et on se disait qu'on s'aimait. Et, là, on se voit moins, donc c'est moins fort comme relation. Et je me souviens que je lui avais dit, il y a plus d'un an maintenant, je lui ai dit, mais viens, toi et moi, on tombe amoureux. Donc à ce moment-là, je parlais pas de polyamour. J'étais juste en relation avec lui, quoi. J'ai dit, viens, on tombe amoureux. Il m'a dit, non, c'est pas comme ça, on peut pas faire ça, on peut pas tomber amoureux comme ça, c'est pas possible. Et il y a quelques mois, et il me disait aussi, tu sais bien que moi, mon petit cœur, il est tout malade. Donc là, il y avait ce truc de, ok, c'est pas moi, c'est peut-être, possiblement, il tombe pas amoureux de moi, mais il y a aussi, lui, il gère ces trucs de son côté. Et il y a quelques mois, il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un, et je comprends je sais pas s'il est amoureux, mais en tout cas, il est en train de tomber amoureux. Et donc là, il y a eu ce truc de, ah bah d'accord, moi quand je te l'ai proposé, t'as pas dit oui, quoi. Et ça m'a fait un peu mal. En fait, ce qui m'avait fait mal, c'était le fait de moins voir la personne. Bon, c'est l'un des trucs, hein, mais le fait d'être en relation polyamoureuse, tu vois pas les gens autant que tu verrais un seul partenaire. Ouais. Et dans cette situation, il y a eu ça, il y a eu typiquement la gestion du temps. Lui, il avait envie de voir cette amoureuse bien plus, et du coup, avant, quand on se voyait quasi une fois par semaine, maintenant on en revient à se voir tous les mois et demi, 2 mois, et en fait il me manque. Et il y a ce truc, accepte que lui, il a d'autres priorités maintenant. C'est comme ça, il reviendra peut-être pas, et puis au moins t'as eu la chance de vivre une histoire d'amour quand même, parce qu'il y a de l'amour, donc c'est une histoire d'amour hyper forte avec lui.
sur les questions de jalousie. Est-ce que mon partenaire qui voit d'autres personnes, est-ce qu'il va pas préférer l'autre finalement? Est-ce qu'il va pas décider de me quitter pour l'autre? Enfin, on me l'a beaucoup répété, mais non, mais l'un n'empêche pas l'autre, l'un n'empêche pas l'autre, etc. Ça prend du temps à accepter. Et j'ai réalisé un truc qui n'avait rien à voir. Parfois, je fais des espèces de crises d'anxiété ou autre. Et ma sœur, en qui j'ai énormément confiance, qui me connaît vraiment bien, etc., je l'ai au téléphone à un moment où je suis vraiment pas bien. Elle me rassure, elle me dit des mots, etc., que j'ai besoin d'entendre, que je crois avoir besoin d'entendre. Et malgré ça, ça me calme pas. Ok. Et donc après cette crise un peu plus à froid, je me dis mais en fait il n'y a que moi-même qui peut me calmer. Peu importe ce que l'autre va me dire, peu importe si l'autre me dit t'inquiète, je suis là, je t'aime, gna 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 gna. Si moi je m'aime pas suffisamment, il peut me le répéter autant de fois, ça marche pas. Il y a vraiment des fois où je me sens suffisamment moi-même et suffisamment forte pour me dire mais en fait si elle ne m'aime pas à un moment je peux plus rien faire parce que je suis tellement moi-même et je m'aime moi tellement que en fait il n'y a même pas, ça veut dire qu'on n'est pas compatible. Quand tu disais tout à l'heure que quelque part la gestion de la jalousie c'était un point que tu avais rencontré parce que tu pouvais avoir peur que ton partenaire te quitte pour l'autre partenaire qu'il allait préférer. En fait, quelque part, on a l'impression d'être protégé de ça dans un couple monogame, mais finalement, il peut se passer la même chose en fait. C'est en rien sécurisant. Ouais. Donc quelque part, s'empêcher de vivre cette ouverture-là, sur un prétexte de ne pas vouloir connecter avec la jalousie, c'est se voiler la face aussi un petit peu, non? Ah moi je suis complètement d'accord. Et les relations, les gens qui trompent ou les gens qui tombent amoureux de quelqu'un d'autre, en fait ça arrive tous les jours et ça fait pas de nous des mauvaises personnes, ça fait juste de nous des gens qui saisissons des opportunités ou en tout cas qui tombons amoureux ou peu importe, mais la dimension c'est presque pire je trouve que de s'en empêcher parce que ça crée un espèce de monstre intérieur, un truc moi je l'ai vraiment vécu comme ça, un truc que j'arrivais pas à éteindre et à étouffer et alors qu'en fait il était là et si juste vraiment combien de fois je me pose la question à me dire si mon partenaire de 9 ans avait dit oui ok pour ça, je sais pas où on en serait aujourd'hui et peut-être qu'on serait plus ensemble non plus, c'est possible. Mais en fait, je l'aimais tellement que... et je l'aime toujours 2 ans et quelques après, que je me dis, il aurait pu... on aurait pu continuer à vivre cette histoire d'amour. Et moi, j'aurais pu être épanouie autrement et par d'autres relations. Et il n'y aurait juste pas eu de tromperie. Parce qu'en fait, moi, j'avais peur de ça. Ouais. J'avais peur de la tromperie. J'avais peur de le tromper. Et ça, c'était la pire crainte pour moi. Ça aurait été le pire truc de trahir l'autre. Et en fait, là aujourd'hui, je relationne avec un homme. Je lui dis, lui, il a peur de lui-même. Je crois. Je ne sais pas exactement ce qu'il a, bref. Et en tout cas, il me dit, je sais que je vais faire n'importe quoi dans notre relation, donc je veux pas qu'on soit en couple. Et je lui dis, mais ça veut dire quoi faire n'importe quoi? Parce que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux. Tu peux... Qui tu es, quoi. Ouais. Moi, je demande rien d'autre à part que tu sois toi-même. Et donc ça passe aussi par explorer ta sexualité. Because you're mine. Mais je suis sûre que je serai un trop bonne escorte. Je dis mais vas-y, sois escorte, fais-le, si t'as envie de ça. Finalement il a pas envie de ça, mais en fait vis ta vie et vis ce que t'as à vivre. Et moi je t'aimerais d'autant plus pour ça, quoi. Est-ce que tu penses que la sexualité ça peut être un moyen de se connaître soi? Je sais pas si c'est un moyen pour se connaître soi, mais pour moi ça fait partie de moi.
Donc ne pas vivre ma sexualité pleinement, mais aussi bien avec plusieurs partenaires que en testant des choses, bah c'est ignorer des parts de moi. Mais je sais pas si... certainement un peu, parce que depuis que je vis une sexualité plus libérée, je suis aussi vachement plus moi-même. Donc ça a dû contribuer. Je me dirais plus que si je ne la vivais pas, je ne serais pas moi-même. Et je ne sais pas si ça m'aide à devenir moi-même. Ouais. Tu disais que t'as tellement d'amour en toi que t'as trouvé, tu vois, la source d'amour en toi. Et que du coup t'as besoin d'en distribuer. Est-ce que tu penses que ça peut être aussi un besoin d'aller chercher l'amour dans plusieurs personnes ? En tant que personne qui découvre un peu ça, c'est une des premières questions que je me dis, tu vois, genre en mode... Oui, mais du coup, c'est que l'amour d'une personne ne suffit pas et qu'on a besoin de plus alors qu'on l'a en nous. Ouais. Tu vois, c'est une question un peu que je me pose. J'ai pas besoin de ces relations polyamoureuses. J'en ai envie. Et je te dis ça, et en même temps, aujourd'hui, je cherche pas de relation, parce que je suis bien où je suis. Mais je fais un gros travail sur la dépendance, la codépendance. Moi, j'ai très peur de... Je sais que quand je suis dans une relation qui s'assimile trop à une relation exclusive, donc sans qu'elle le soit forcément, en tout cas où on est très fusionnel, etc., moi, je m'oublie et je me perds. Et plus je m'oublie, moins je suis heureuse. Là, avec un partenaire avec lequel je relationne depuis 3 mois, même pas 3 mois, on a eu des moments où on a passé 15 jours collés serrés. Et en fait, à vouloir être tellement dans cette relation, j'étais plus avec moi-même. Et là, c'est parti un peu en vrille, où j'étais plus du tout ancrée, j'avais plus de motivation, où est-ce que moi j'étais, qui est-ce que j'étais, etc. Et c'est aussi parce que je suis en plein dans le chemin et que l'exploration est toujours en cours. Il y a des périodes où j'ai envie de rencontrer des gens, etc. Et là, j'ai surtout envie de me rencontrer moi-même. Donc je suis... Ouais, je crois pas avoir... Ouais, je me souviens, tout à l'heure quand j'ai dit j'ai plein d'amour à donner, mais c'est juste que c'est une quantité limitée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est là en toi et... Ouais, je comprends. Mais c'est pas un truc de j'ai besoin de le donner, s'il vous plaît, aimez-moi. Oui, et tu vas pas non plus puiser dans l'amour des autres, en fait, c'est un truc qui se partage. Ah ouais, complètement. Ouais, je vois. Complètement. Et juste, tout à l'heure, quand on discutait, il y a un mot que tu m'as appris, c'est compersion. Ouais. Tu pourrais nous en parler un petit peu ? J'aime beaucoup faire le parallèle avec la compassion, c'est un mot qu'on connaît. La compassion, c'est ressentir ce que l'autre peut ressentir dans un moment plutôt douloureux, et du coup d'être triste avec l'autre, ou être en colère avec l'autre, en tout cas ressentir la même chose que l'autre. La compassion, c'est la même chose, mais plutôt sur des émotions positives, et quand l'autre vit quelque chose de joyeux, eh bien moi aussi je suis joyeuse, et je suis heureuse pour lui qu'il vive quelque chose de fort ou de joyeux. Et donc typiquement quand mon partenaire me dit j'étais avec un tel ou une telle hier soir, c'était trop cool, on a fait ça et ça, il m'arrive d'être jalouse et du coup d'avoir mon ego qui est genre pas contente et en douleur, et puis mais surtout j'essaie de vivre et d'incarner la compersion et de me dire t'as été heureux, t'as passé un beau moment avec une autre personne qui n'est pas moi, je suis heureuse pour toi que tu aies vécu ce moment heureux. Et avec un autre partenaire, non d'ailleurs c'est la même personne, bon bref je sais plus, avec le 12e. Non pas du tout, en plus il n'y en a vraiment pas 12. Je rigole. Mais on se disait que les relations se nourrissent entre elles. Donc quand lui est avec quelqu'un d'autre et qu'il vit quelque chose avec une autre personne et qu'il revient vers moi, il a été nourri de quelque chose, et nous notre relation elle est ensuite nourrie, et puis ensuite ça fait un peu effet boule de neige, mais plutôt cercle vertueux où on grandit des uns et des autres, et pour moi la base
d'une relation, je dirais plutôt polyamoureuse, peut-être non exclusive aussi. C'est vraiment le fait d'être heureux pour l'autre, que l'autre vive des moments joyeux sans nous. C'est vraiment ça, c'est que ce soit sans nous. Parce que quand on est ensemble, c'est facile d'être heureux pour l'autre qui soit heureux, mais c'est quand on n'est pas ensemble et que de qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ouais, et que c'est cette autre personne qui le rend heureux. C'est pas moi, et puis peut-être qu'il va me quitter alors parce que peut-être que cette autre personne elle le rend encore plus heureux. Ah non, en fait. Calme-toi, l'un n'empêche pas l'autre. Il t'aime aussi, quoi. Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour, oh, histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Ce que tu dis, ça m'a fait penser à ce que nous a partagé un autre ami qui est en ce moment sur l'écolieu dans lequel on est, qui nous a dit la survie, c'est le contraire de l'abondance, c'est l'opposé de l'abondance. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, le couple monogame a aussi été créé pour des raisons de survie. Parce qu'en fait, il fallait que l'enfant soit protégé, soit encadré, qu'on sache qui était le père, qui était la mère, etc. Il y avait quelque chose de très... de survie, en fait, dans ce qui se mettait en place. Là où aujourd'hui, on est dans une société qui nous permet beaucoup plus de liberté. Et on aspire à beaucoup plus d'abondance. Et la joie... de pouvoir être qui on est à 100%, ça fait partie de cette abondance-là et ça passe aussi peut-être par le fait de quitter ce mode survie un peu sécuritaire et illusoire qu'on avait dans la relation monogame qu'on a toujours connue en fait. Complètement. J'ai écouté un podcast là dernièrement sur le fait que l'amour dure 3 ans et qu'il y a, je sais plus exactement le contexte, mais en gros il disait que ces 3 années elles sont presque physiologiques et c'est le temps pour qu'un couple hétéro se rencontre, tombe amoureux, ait le temps d'avoir un enfant et que l'enfant ait le temps de presque se débrouiller seul ou en tout cas de communiquer. Le sevrage presque. Ouais, et du coup ça dure 3 ans. Et donc avec l'évolution... à vérifier toutes ces informations, mais en gros qu'il y avait vraiment ce truc de ces 3 ans d'amour, elles étaient aussi liées à la procréation et au fait d'avoir des petits bébés qui vont pouvoir se débrouiller et la survie de l'espèce, quoi, pour venir rebondir sur la survie. Moi j'aime bien cette notion d'abondance en amour, et avec ma sœur on a des visions extrêmement différentes de l'amour, elle qui est beaucoup plus sur des schémas conventionnels, avoir un homme dans ta vie, te marier avec une personne, l'aimer pour toute la vie, etc. Et n'en avoir qu'un et on ne partage pas, et je trouve ça hyper intéressant de débattre de ces sujets-là avec elle parce qu'on a des avis tellement opposés. Et pourtant on s'entend, et je trouve ça chouette, ces regards sur l'amour qui sont très différents. Et moi j'ai un peu toujours aussi cet idéal de trouver un homme que je vais aimer pour toute la vie. Charmant. Exactement, le prince charmant. Fameux. C'est bien martelé. C'est bien ancré ça. Hein. Et c'est douloureux, quoi. C'est hyper douloureux, et je crois que de passer à des relations non exclusives, disons, plus que polyamoureuses, ça m'aide aussi à me défaire de ce prince charmant, et plus que le prince charmant, de cette personne qui va venir me sauver. Bon, du coup le prince charmant, quoi, mais et que moi-même qui va pouvoir me sauver mais bon, en process, en chemin. Puis ça met de la pression aussi sur le partenaire, sur l'autre, qui doit remplir toutes ses cases, toutes ses attentes, et remplir toutes chaque attente. Alors que dans une relation plus ouverte, comme tu disais, chaque partenaire peut remplir une attente. Enfin, même si c'est pas lui le premier, mais... Ouais. C'est ça. C'est un peu plus léger, quoi. Ouais, et puis c'est horrible cette pression qu'on met sur l'autre. Mais en fait, l'autre, il est ce qu'il est, quoi. Il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est.
Après, là, il y a beaucoup de théories dans ce que je dis et en toute transparence, je suis pas toujours aussi lucide sur tout ça parce que les émotions, elles sont là et évidemment, parfois, elles font vriller. Et du coup, pour parler aussi un petit peu de la sexualité, ta sexualité qui a aussi du coup évolué avec cette ouverture-là, comment ça a changé ton rapport aux hommes ? Enfin, aux hommes, ou je sais pas si t'es hétérosexuel ou... Ouais, je suis hétérosexuelle. Il y a un truc là que j'aime un peu dans un coin de ma tête que je veux pas trop explorer. Les seules relations sexuelles que j'ai eues avec des femmes, c'était dans des rapports sexuels à plus de deux partenaires. Enfin, plus de 2 personnes, moi plus d'une personne, et... Enfin, vous avez compris. Et j'ai l'impression que si je vais dans des relations homosexuelles, donc si je relationne avec des femmes, j'ai très peur de ne pas revenir aux relations hétéro. Ouais. J'ai tellement de gens autour de moi qui me disent non mais en fait tu sais pas, relationne avec une femme, tu vas voir ce que c'est et tu vas te rendre compte de la douceur et de l'amour et de l'attention et du soin qui était apporté parce qu'on a été éduqués comme ça en tant que femme, de prendre soin de l'autre. Tu vas te rendre compte de tout ce que tu peux avoir dans une relation et tu vas oublier les hommes. Et j'ai tellement peur de ça. Mais tu penses que c'est un choix ? J'en sais rien. Je sais pas. J'ai ce truc qui est là de me dire si j'y vais, j'ai peur de pas revenir. Et j'aime trop les hommes. Donc en même temps, je pense pas que je vais pas y revenir, mais on entend souvent c'est des féministes qui sont plus porte-parole, disons. Elles posent souvent la question, est-ce qu'on peut être féministe et hétéro ? Et moi, je l'entends. En fait, je vois que moi, dans mes relations avec les hommes, j'ai ce truc de vouloir prendre soin et de vouloir faire un peu l'extra mile pour s'assurer que la relation elle fonctionne, etc. Et un homme m'a dit mais la charge mentale de la communication elle est entre les mains des femmes. Et ça je l'avais jamais, avant cette conversation, j'avais jamais réalisé ça. Le fait de dire ok bon là on va parler d'un sujet qui est douloureux ou dont on doit parler, c'est toujours de mon expérience et des expériences des femmes que j'ai autour de moi, c'est toujours la femme qui prend le lead de cette conversation, qui prend les rênes et qui dit on y va, on en parle, il faut qu'on en parle et on défriche parce que les hommes, pardon les hommes qui écoutent, c'est généralité, mais en général, les hommes sont quand même vachement moins connectés à leurs émotions, de par le fait qu'on leur apprend un garçon, ça pleure pas, et si t'es vulnérable, t'es une tapette, voilà, bref. Tous ces trucs qu'on entend depuis toujours, ou en tout cas qu'on entend depuis tout petit, fait que parler d'émotions et surtout se réaliser, même pas réaliser, mais comprendre les émotions que ils vivent individuellement, moi je me rends compte que les hommes autour de moi, ils le font pas forcément, ils se rendent même pas forcément compte des émotions qu'ils ont, donc alors de là à les exprimer, c'est encore autre chose. Et du coup moi je vois avec mes partenaires, c'est moins sur les dernières relations que j'ai pu avoir, parce que je pense que entre guillemets je les choisis mieux, mais en toute humilité, on se choisit mieux. Mais je voyais que c'était souvent moi, et pour pas dire tout le temps, moi qui disais allez viens on défriche ces sujets, viens on avance, et du coup c'est moi qui prends soin de la relation, beaucoup. Dans la relation il y a toi, moi, il y a nous, et moi je prends moi et nous, et toi tu prends toi seul. Je sais pas si je suis claire. Ouais. Et c'est lourd quoi, c'est hyper lourd à porter. Seul je trouve. Et avec Maëva, quand tu me parlais des 50%, que dans une relation on ne peut que faire 50% du travail,
Et que si on fait plus, bah du coup c'est déséquilibré et que de toute façon ça tiendra pas quoi. Ça c'est moi qui rajoute ça. mais ça m'a énormément parlé de se dire bah, moi je peux faire que ma part et surtout j'en ai marre de faire plus que ma part. C'est déjà pas mal de Ouais. faire sa part. Déjà de faire sa part, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Tout à l'heure, tu me parlais d'événements dans lesquels la sexualité était un peu comme un jeu. Comment t'en es arrivé à vouloir faire de la sexualité un jeu, tu vois, rendre ça plus léger, quoi. J'ai découvert le mouvement sex positive, qu'on appelle aussi sexpo, qui est un mouvement féministe qui est né dans les années 70, qui a vraiment pour mission, je sais pas, mais en tout cas volonté de rendre la sexualité positive et d'arrêter d'en faire quelque chose qui est tabou, parce que d'abord on fait toutes et tous encore une fois de la sexualité à peu près, mais en tout cas on a tous un rapport à la sexualité, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, peu importe, mais en tout cas on a tous un rapport à la sexualité et dans la société dans laquelle on vit c'est très caché, c'est très c'est privé, ça sort pas du cercle amoureux avec un partenaire, alors que c'est fun de faire de la sexualité et ce serait chouette qu'on arrête de juste se mentir et de se dire qu'on ne fait pas de la sexualité parce qu'on en fait quoi. Et moi j'ai un rapport au jeu j'adore jouer quoi. Typiquement quand je disais que je chassais, et ben c'était aussi un jeu. C'était est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais y arriver, etc. Avec un partenaire, on est allé pour la première fois à un événement sexpo du coup ensemble et du coup on a mis un cadre de qu'est-ce qu'on a le droit entre guillemets, qu'est-ce qu'on s'autorise, quelles sont les règles dans notre relation pendant cet événement. Est-ce que t'es ok si j'embrasse quelqu'un d'autre, est-ce que t'es ok si j'ai des rapports qui impliquent merci les relations génitales, est-ce que faire un smack c'est trop pour toi, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok, et je disais que pour moi jouer avec sa jalousie c'était aussi du jeu. Quand c'est dans quelque chose qui est cadré, où je sais que je vais pas lui faire du mal, mais un peu jouer avec les limites, pour moi c'est du jeu. Quand je dis est-ce que t'es ok si je rencontre une personne et puis je l'embrasse devant toi, est-ce que ça le fait, c'est ok pour toi. Donc ça a été fait vraiment en amont, donc connaître ses limites. Une fois que j'avais ces limites, je savais jusqu'où je pouvais aller jouer, je pouvais aller les titiller ces limites, donc jamais s'en dépasser, parce que l'enjeu c'est de ne pas faire de mal, mais c'est de jouer. Donc en fait on a mis ces règles et ça a été cool, et à la fin de cet événement il n'y a rien eu de douloureux, ni chez lui ni chez moi, et en fait il y a ce truc dans les relations polyamoureuses, dans le mouvement sexpo, dans tout ça, du cadre qui est hyper important. Avant de commencer, peu importe ce que c'est, avant de commencer à jouer, peu importe le jeu, on pose un cadre, et une fois qu'on a le cadre, on peut s'amuser dans ce cadre. Et il y a aussi ce truc surtout je crois dans le BDSM, je suis assez peu familière avec ces pratiques, mais il y a quand même ce truc dans le BDSM où on pose un cadre et on ne dépasse pas le cadre, même si l'autre, pendant une session BDSM, dit non mais c'est bon, en fait on peut aller plus loin. Non, en fait, dans le moment où on a posé le cadre, on a défini ses règles, il vaut mieux regretter de ne pas être allé assez loin et du coup de rejouer une prochaine fois, plutôt que de regretter d'être allé trop loin et de s'être fait du mal. Et je pense que dans les relations c'est la même chose, y aller petit à petit, tester des choses, re-questionner tout le temps re-questionner. J'ai pas encore parlé de consentement. Le consentement c'est la base pour moi de toutes les relations, relations amicales, amoureuses,
tout avec des inconnus, c'est est-ce que tu es ok avec ça, est-ce qu'on peut aller dans cette direction, c'est la personne qui exprime la première une limite qu'on va respecter, c'est cette limite là qu'on respecte, peu importe si moi j'ai envie d'aller très très loin, si toi tu me dis stop au premier pas, et c'est à ce niveau là qu'on s'arrête, c'est dès le premier non. Et recevoir un non de la part de l'autre, d'exprimer un désir à quelqu'un ou une envie ou que sais-je, et que la personne te dise non, ça c'est un cadeau qu'on reçoit, c'est la personne qui se sent suffisamment à l'aise de te dire non, je ne suis pas je n'ai pas envie de ça, et ça veut dire qu'elle a suffisamment confiance en toi pour te l'exprimer, en ayant en tête qu'elle ne sera pas jugée pour son non. Et dans tous les événements auxquels je participe, et dans les ateliers consentement auxquels j'ai pu aller, etc., il y a ce truc de accueillir le non comme un cadeau. La personne qui te dit non, elle t'exprime une vulnérabilité, et c'est merci pour ton non, et surtout je ne questionne pas ce non. On peut en parler si tu as envie de m'exprimer les raisons de ton non, mais moi je ne te demanderai jamais de justifier ce non, parce que tu n'as pas besoin de le faire en fait. Les raisons pour lesquelles tu dis non, elles t'appartiennent, et moi j'ai juste à dire ok, merci, et hop, on s'en va quoi. Dans le consentement, il y a évidemment le verbal qui est hyper important, mais il y a aussi le langage du corps, une voix qui dit oui, et puis des épaules qui se tournent et qui ont envie d'aller ailleurs. Enfin, écouter le corps de l'autre, écouter le non-verbal, c'est hyper important. Et dans les événements auxquels je participe, on dit souvent que la responsabilité du consentement, elle est surtout dans les mains de la personne qui exprime un désir. Donc Sol, moi je te dis, je te demande est-ce que je peux te faire un câlin, si soit tu te sens suffisamment à l'aise pour me dire non, là non, j'ai pas envie, peu importe, tu me dis non, c'est très cool, pas de problème. Et si tu me dis je sais pas, du coup il n'y a pas de, si c'est pas un vrai oui, c'est pas un oui enthousiaste, c'est un non. Mais si du coup tu me dis et t'arrives pas vraiment à me dire oui, c'est selon moi ma responsabilité de te dire en fait c'est pas un vrai oui, donc c'est un non. Et c'est aussi pour moi important de prendre chacun et chacune sa responsabilité. Évidemment on est responsable de soi-même, ça c'est sûr, mais on n'a pas été éduqué, on a tellement été éduqué dans le faire plaisir tout le temps que s'écouter soi-même sans considérer le besoin ou les frustrations de l'autre, qu'on n'est pas souvent, on n'est pas toujours aligné avec soi-même quoi. Et j'invite grandement à se questionner sur ses propres limites, sur qu'est-ce qui est bon pour moi, et ça marche dans les relations polyamoureuses, ça marche dans les relations sexuelles, c'est quoi mes limites, et surtout j'ai le droit de les avoir quoi, et j'ai pas besoin de me justifier, et si la personne en face de moi elle est pas en mesure ou en capacité ou en volonté de les entendre, en fait stop quoi. Merci. Ça m'a beaucoup parlé quand tu as parlé du fait qu'on ait été un peu conditionné à faire plaisir à l'autre. Parce que je me suis rendu compte que moi, j'ai que très récemment, en fait, exploré vraiment et découvert vraiment ma sexualité. Justement parce que j'avais ce besoin intérieur, ou comme une sorte de... il faut faire comme ça, de faire plaisir à l'autre, en fait. Et en fait, je pense vraiment que le principe même de la sexualité, c'est d'avant tout être connecté avec soi-même. Ouais. Et avec qui on est, avec son essence. Et du coup, ça veut dire oublier cette injonction de faire plaisir à l'autre, parce qu'en fait, on peut pas vraiment s'offrir et se donner à l'autre si on pense à ce que l'autre va penser, comment l'autre se sent, etc. Oui, c'est important, mais je pense que c'est d'abord le rapport à soi, en fait,
qui devrait être d'abord là. Et qu'on, depuis tout petit, même quand on a découvert notre sexualité à travers le porno, etc., les images qu'on nous renvoyait, c'était vraiment la femme soumise. Et c'est ok aussi, parce que ça fait partie du jeu aussi. Ouais. C'est une facette qu'on a le droit d'explorer, etc., mais c'est pas un tout, en fait. Ouais. Et c'est aussi de se dire que on a le droit, justement, d'apprendre à connaître son plaisir, ses envies, ses limites, et ça passe par d'abord le jeu. Ouais, Le jeu. Complètement. Enfin, je suis complètement alignée avec tout ce que tu dis. Un autre truc qui me redonne du... J'ai un peu de mal avec ce mot pouvoir, mais en tout cas qui me redonne de la puissance, ou qui m'aide aussi à avancer. Et du coup, peut-être que pour rebondir sur ta question de tout à l'heure, sur est-ce qu'on peut se découvrir, ou je sais plus comment c'est. Par la sexualité, se connaître. Ouais. Moi, je découvre doucement la domination, les jeux de domination-soumission, mais moi en tant que domina. Et je trouve ça hyper intéressant. Hyper intéressant. Je pensais vraiment pas que c'était des choses qui m'intéressaient, parce que moi, toute ma vie, je me suis dit, si je vais dans ce genre de jeu, je préfère clairement être soumise. Et en fait, je réalise que j'adore dominer. Et je trouve ça trop cool. Et il y a ce truc de faire plaisir à l'autre aussi en dominant, mais c'est hyper... Bon, je suis en début d'exploration, donc je sais pas où je vais avec ça, mais je trouve ça trop cool, quoi. Vraiment, ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'en fait, il y a la pensée, il y a ce qu'on pense qu'on aimerait, Ouais. et dans la pratique, quand Ouais. on est connecté à soi, il y a le corps, il dit pas du tout ce que le mental complètement. prévoyait, quoi. Ouais, complètement. Et pour le coup, avec ce partenaire avec lequel on fait des jeux de domination, et moi en tant que domination-soumission, moi en tant que domina, on a switché, où lui a été dominant, et j'ai clairement moins aimé. Genre vraiment, ça m'a vraiment beaucoup moins plu finalement. Et je me souviens, à un moment, il me dit, tu veux est-ce que t'es ok avec les règles qu'on a émises, est-ce que tu veux qu'on arrête ou pas? Et je lui dis, mais en fait, je crois que j'ai envie d'arrêter ce jeu, et j'ai envie qu'on refasse on reparte sur là tout de suite, dans le moment, sur une sexualité, un rapport sexuel plus vanille, donc quelque chose de plus conventionnel, parce que le jeu de domination, il était devenu trop grand pour mon petit corps, mon petit cœur, mes émotions qui n'arrivaient plus à gérer ce truc. Ok, donc attends, qu'est-ce qui genre, vraiment, quand on s'est arrêté, il y a eu ce truc. Confusion, Après, un peu. ouais, il y a l'aftercare qui est hyper important dans les relations BDSM, de se dire, ok, donc là, le jeu est terminé, la session de BDSM est terminée, on ferme ça et on fait de l'aftercare. Donc après cette session, on prend soin de l'autre, on prend dans les bras, t'as besoin de quoi, t'as besoin d'un verre d'eau, t'as besoin d'une douche, t'as besoin d'un câlin, t'as besoin... Et moi je suis genre, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi qu'il y a de l'amour, et que ce jeu de domination il est fini, et que ce truc qui m'a fait subir, c'est bon, c'est terminé, quoi. Et c'est la première fois que j'ai vraiment vu l'importance de l'aftercare, de ce truc de on ferme la session et on repasse dans quelque chose de du soin, quoi. Je prends soin de toi, on prend soin l'un de l'autre, qui est hyper important. Mais dans cette forme presque de jeu extrême, entre guillemets, ça permet de voir vraiment l'importance du cadre. Ouais. Mais cadre qui est hyper important, en fait, de fixer, comme tu le disais tout à l'heure, même dans une relation plus classique ou quoi, en fait. Ouais. Et c'est chouette, du coup, de pouvoir... merci beaucoup de... Vraiment, moi, je trouve ça... moi, je suis hyper émue de t'entendre. Je pense que c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler aussi librement de tout ça, en tout cas de vive voix comme ça, et c'est hyper apaisant, libérateur et tout. Donc, merci vraiment infiniment. Et je trouve... non, vraiment. Et merci de aussi montrer l'importance de ce cadre, et que... on n'est pas obligé de faire du BDSM ou de faire des jeux ou quoi. Mais c'est vrai que poser le cadre, en fait, toutes les règles que t'as énoncées, je trouve ça trop chouette, parce que t'es allé les découvrir dans un certain contexte.
mais en fait on peut, et je pense que c'est trop bien si on arrive à les appliquer dans notre Tout le temps. daily life, quoi, Ah, dans notre mais- quotidien et dans nos relations même les plus basiques. La base du cadre, c'est le consentement. C'est en fait, s'il n'y a pas de cadre, si tu sais pas quelles sont les règles du jeu, pour revenir au jeu, mais les règles du jeu dans la relation, peu importe laquelle qu'elle c'est, et ben tu poses la question. Mm. Est-ce que c'est ok qu'on fasse ça? Est-ce que c'est ok qu'on fasse ça? Et de la même façon, combien de fois j'ai eu des débats avec des personnes, pour ne pas dire des hommes, sur oui mais bon je vais pas redemander à chaque fois est-ce que je peux t'embrasser, est-ce que je peux te toucher là, bah si en fait, et c'est trop cool. Et évidemment plus tu connais la personne, plus tu connais les signes de quand elle est ok avec ça ou pas, mais quand tu connais pas la personne, et il y a vraiment même quand tu connais la personne, moi j'ai des amis avec leurs partenaires des mois et des mois, elles leur demandent bah, si tu veux mettre ta main sur mes fesses, tu me poses la question. Moi ce rapport aux fesses je l'ai pas, donc c'est ok pour moi un geste que tu me touches, mais c'est avec le temps que mon partenaire va s'en rendre compte, mais en fait chacun a son Son histoire, voilà, son exactement. bagage. La jauge elle est différente chez tout le monde, donc tant que tu sais pas, et même si tu sais, tu reposes la question parce que le consentement est sexy. J'adore. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et j'avais envie de parler hyper brièvement du consentement. On dit que le consentement, il a 5 règles. Et pour s'assurer qu'un consentement est valable, et ben, il doit respecter ces 5 règles. Le premier, c'est que le consentement doit être enthousiaste. Donc le fait de dire ce qui n'est pas un oui est un non. Et surtout, on veut un oui qui soit un grand oui. Pas un petit oui timide, parce que un petit oui timide, c'est peut-être pas vraiment un oui. Le consentement, il doit être aussi très spécifique. C'est-à-dire que si je te demande, Sol, est-ce que je peux mettre ma main sur ton épaule, ça veut pas dire que je peux mettre ma main sur ta cuisse. Et ça, c'est pas ok de mettre ma main sur ta cuisse. L'autre chose, c'est que le consentement, il est révocable. Si là, tu me dis oui pour que je mette ma main sur ton épaule, si dans peu importe le temps, tu me dis s'il te plaît, enlève ta main, même pas s'il te plaît d'ailleurs, enlève ta main, tu n'as pas besoin de demander s'il te plaît pour me demander d'enlever ma main, pardon. Et le fait le consentement est révocable, et à n'importe quel moment tu peux changer d'avis. De la même façon, quand on entendait des trucs oui mais je l'ai rencontrée en soirée, toute la soirée elle m'a chauffé, je suis arrivée dans son lit, elle m'a dit non, bah en fait meuf t'es sérieuse, t'es pas allée jusqu'au bout, bah en fait tu fais ce que tu veux quoi, t'as plus envie, point, et t'as pas besoin de te justifier. Le consentement est éclairé, ça veut dire que tu dois savoir dans quoi tu t'engages là-dedans, et il y a aussi cette dimension de si t'es sous drogue, ou si t'es où il y a un biais de pouvoir ou autre chose, ou un biais quel qu'il soit, et il est plus tout à fait éclairé. Et je crois que je me suis mélangé les pinceaux puisqu'il est libre et éclairé, et il est bref, il y en a 5 quoi: enthousiaste, spécifique, éclairé et révocable. Si tu respectes pas ces 5 règles, et ben tu respectes pas le consentement de l'autre, et c'est là qu'on... Et c'est la structure, quoi. Et c'est la structure. Le cadre. Ouais, la base. c'est le cadre, toujours le cadre. Le cadre, trop bien. Moi, je suis hyper étonnée et agréablement surprise, parce qu'en fait, tu sais, dans l'idée, la relation polyamoureuse, c'est un peu la relation de hippie, où on fait n'importe quoi, où ça part dans tous les sens, où c'est l'anarchie. Et là où la relation monogame, elle est sécurisante, enveloppante. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu nous présentes ça, c'est tout l'inverse. C'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a plein de zones de flou dans la relation monogame, il y a plein de non-dits, il y a plein de zones non explorées, etc. Là où la relation polyamoureuse, elle a vraiment un cadre qu'il est important de poser, de discuter, de réévaluer en cours de route. Complètement. C'est chouette. Moi, je pense que monogame ou non monogame, les envies et les besoins et la relation, elle évolue avec le temps, et dans un sens, enfin peu importe comment elle évolue, et toutes les relations doivent tout le temps être questionnées. Je dis pas qu'il faut avoir des conversations hyper profondes tous les matins au petit-déj, quoi, c'est pas ça, mais
en fait, les envies, elles changent parce qu'on grandit. Parce qu'on change Parce nous-mêmes, qu'on quoi. change, exactement. Et le polyamour oblige la discussion, oblige la communication. Moi, je pense à une amie qui s'est mariée l'été dernier et qui a fait une préparation au mariage. Donc, elle est en relation exclusive. Et cette préparation au mariage leur a permis à elle et à son mari maintenant de se poser plein de questions sur leurs envies, où ils en sont, la communication et plein de choses. Alors que ça faisait peut-être 8 ans qu'ils étaient ensemble et des trucs qu'ils avaient jamais questionné. Ouais, qu'ils avaient jamais questionné. Et en fait, la relation polyamoureuse, parce que l'ego est tellement touché, les blessures individuelles sont tellement sollicitées, ou en tout cas bref, réveillées, voilà. Ou même sans parler de blessures ou de choses lourdes, les possibilités elles sont tellement grandes aussi dans le positif. Oui, c'est vrai. Qu'on est... raison, pardon. L'un va pas sans l'autre, mais il y a complètement. aussi, tu vois, il n'y a pas que des choses lourdes, il y a aussi tellement de possibilités et d'ouverture et d'exploration possible qu'on est obligé en fait de poser cette structure. Mais merci de repréciser ça parce que moi j'adore les relations polyamoureuses. J'espère vraiment pas que j'ai fait passer un message comme quoi c'était non, t'inquiète. Mais oui, c'est juste qu'on est obligé de parler parce que le modèle ne fonctionnerait pas sans. Ouais. Il y a aussi un autre truc qui est hyper important pour moi dans les relations polyamoureuses, c'est de ne faire que sa propre part. Je pense à une relation où moi je suis en relation avec un homme qui lui est en relation avec une autre personne. Si cette troisième personne a des blessures ou autres, c'est pas à moi de les régler. Parce que c'est pas moi qui suis en relation avec cette troisième personne. Et chacune doit faire sa part du travail. Moi je sais qu'on peut vite déraper sur est-ce qu'on n'est pas finalement tous un peu en relation, etc. Est-ce qu'on n'a pas envie un peu de soigner tout le monde? En fait non, la personne avec laquelle je relationne c'est un tel ou une telle, et c'est pas toutes ces amoureuses de son champ à lui, parce que sinon on s'en sort plus quoi. Et il y a un vrai besoin que la responsabilité. Chacun se responsabilise, complètement. Mais ça c'est comme dans les amitiés au final. Complètement. Enfin, je vais pas aller soigner les blessures de mon ami. C'est elle. Et je vais surtout même pas aller soigner les blessures de mon ami. Non, bien sûr. Mais oui. Ouais. Et je vois autour de moi ça peut très vite glisser ça. Est-ce que peut-être il y a un dernier message que tu voudrais partager par rapport à l'amour, par rapport à la vie, quelque chose qui t'inspire par rapport à la vie. Je sais pas si j'aurais envie de proposer aux gens de se questionner sur les motivations qu'ils et elles ont à être dans un schéma relationnel conventionnel. Pourquoi la relation exclusive? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je dis pas qu'il faut aller vers de la relation non exclusive parce que vraiment ça correspond pas à tout le monde, comme tout, enfin il y a des goûts et couleurs, chacun ses affaires, mais juste de se questionner. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par blessure? Est-ce que c'est tout ça? Et moi, ça me fait énormément travailler sur moi. Et peut-être que dans quelques temps, je reviendrai dans une relation exclusive et je serai très épanouie. Aujourd'hui, c'est pas de ça dont j'ai envie, mais en tout cas, je sais que d'abord, ça m'apporte énormément de joie et énormément d'amour et énormément de découvertes, d'aventures, etc. Et ces questions m'ont beaucoup apporté, donc juste se questionner quoi. Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est parce que j'ai toujours appris ça, ou parce qu'il y a d'autres choses quoi. Et qui est valable pour tout au final. Ouais. Parce qu'il se souvient sur tous les schémas dans lesquels on est. Ouais. Sur pourquoi on est dans ça quoi. Ouais. La déconstruction. Ouais. Trop chouette. Merci beaucoup Pauline. Merci beaucoup super. Sol, merci Maëva. Merci Maëva aussi pour ta présence. Merci à toutes les deux. Merci.
À bientôt. Merci d'avoir écouté Poussière d'étoiles, un podcast créé, réalisé et produit par Mélodie Mota. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou par mail pour me partager tes réflexions suite à cet épisode. J'adore avoir vos retours, échanger avec vous et comprendre ce qui vous touche dans ce que je partage. Pour ne pas louper les prochains épisodes, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, à noter le podcast et à laisser un petit commentaire. Ça paraît peu, mais pour moi c'est énorme, ça me porte et tu n'imagines pas à quel point ça me donne de la force. Merci et à bientôt, chère étoile.